Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est des frontières invisibles, bien plus infranchissables que les murs de pierre ou les barbelés. Ce sont les frontières du rang social, les frontières de l'apparence, les frontières du mépris de classe. Ces lignes de fracture traversent parfois le cœur même des familles, coupant les racines, asséchant les liens du sang, jusqu'à ce qu'ils deviennent cassants comme du bois mort. L'histoire que je m'apprête à vous conter est celle d'une déchirure silencieuse. C'est le drame de celles et ceux que l'on cache comme de vieux meubles démodés lorsque l'on reçoit du beau monde. C'est l'histoire de Monique, une femme aux mains usées par le travail, et de Thomas, un fils ébloui par les lumières de la haute société parisienne. C'est une histoire qui pose une question terrible, une question qui hante bien des parents. Au crépuscule de leur vie, a-t-on le droit d'avoir honte de ceux qui nous ont portés? Jusqu'où peut-on aller pour plaire à des étrangers, quitte à piétiner le ventre qui nous a donné la vie? Ce soir, nous entrons dans l'ombre de l'autre. Dans ce clair obscur douloureux où une mère cherche son enfant et ne trouve qu'un juge impitoyable. Le décor est planté. Nous sommes le 24 décembre, le soir du réveillon. Nous ne sommes pas dans une chaumière modeste, mais dans un immense appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris. Parquet en point de Hongrie, moulure, au plafond cheminée en marbre, où crépitent des bûches de bois odorant. Tout ici respire le luxe feutré, l'argent ancien, la discrétion bourgeoise. Les lustres en cristal teintent doucement, les rires sont cristallins. Le champagne coule dans des coupes fines, comme du papier à cigarette. Au milieu de cette élégance codifiée, il y a une tache, une dissonance. C'est Monique. Elle a 65 ans. Elle est assise au bord d'un fauteuil, Louis XV, mal à l'aise, les genoux serrés. Elle porte son beau chemisier, celui qu'elle réserve pour les grandes occasions, et un gilet en laine qu'elle a tricoté elle-même. Ses mains posées sur ses genoux racontent son histoire. Ce sont des mains rouges, des mains larges, des mains abîmées par l'eau de Javel, par les piqûres d'aiguilles de ses années d'infirmière et par le froid des marchés où elle vendait des légumes le week-end pour payer les études de son fils. Le moment des cadeaux arrive. C'est un rituel sacré. Sous le sapin immense décoré, avec une symétrie parfaite, s'entassent des paquets aux emballages soignés. Thomas, le fils de Monique, est là. Il a 35 ans, il est beau, élégant, dans son smoking sur mesure. Il distribue les paquets avec une aisance de maître de cérémonie. Il tend une petite boîte orange à sa belle-mère Catherine. Catherine, c'est l'autre mère. La mère idéale aux yeux de Thomas. Une femme de 60 ans qui en paraît 40, toujours impeccable, manucurée, sentant le parfum poudré et l'insouciance. Catherine ouvre la boîte. C'est un carré de soie, signé d'une grande maison de luxe. Des cris de joie, des hausses magnifiques, des baisers aériens. Puis vient le tour de Monique. Elle se lève un peu tremblante. Elle tient un paquet mou, emballé maladroitement, dans un papier cadeau de supermarché. Elle s'approche de sa belle-fille, Éléonore, la fille de Catherine. « Tiens, ma fille, » dit Monique avec sa voix un peu rauque, teintée de l'accent chantant de sa province natale. « C'est pour toi. Je l'ai fini hier soir. » Un silence gêné tombe sur le salon. Éléonore prend le paquet du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un objet suspect. Elle déchire le papier. C'est une écharpe. Une grosse écharpe en laine, tricotée main, avec des motifs complexes, un travail de plusieurs semaines. Les couleurs sont vives, peut-être un peu trop, pour le goût minimaliste parisien. Éléonore soulève l'écharpe avec 2 doigts, l'éloignant de son corps, comme on tiendrait un chiffon sale ou une bête morte. Elle échange un regard complice et moqueur avec sa propre mère Catherine. Un petit rire étouffé s'échappe. « Oh, merci Monique, »
dit-elle, d'un ton qui dégouline de condescendance. C'est très rustique. Ça me servira pour aller à la campagne ou pour sortir le chien quand il pleut. Monique encaisse. Elle sourit un sourire triste qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Elle a mis tout son amour dans chaque maille. Mais le coup de grâce ne vient pas de la belle-fille. Il vient du fils. Thomas s'approche. Il est rouge. Non pas de colère contre sa femme qui humilie sa mère, mais de honte. Honte de cette écharpe. Honte de ce papier cadeau froissé. Il prend sa mère par le bras, un peu trop fort, et l'entraîne vers le buffet, loin des autres invités. Il se penche vers elle et chuchote. Mais son chuchotement est un sifflement de vipère. « Maman, franchement, tu ne pouvais pas acheter quelque chose de normal ? Regarde ce que maman Catherine a offert. Du Louis Vuitton, de la classe de la finesse. Toi, tu ramènes tes trucs de grand-mère. Tu me fais honte, maman. J'ai l'air de quoi, moi, avec tes tricots? Tu nous fais passer pour des ploucs. » Monique sent ses jambes se dérober. Elle cache ses mains, ses pauvres mains créatrices, derrière son dos. Elle baisse la tête. « Pardon, Thomas. Je croyais que le fait main, ça avait plus de valeur. Pas ici, maman. Pas dans ce monde. Ici, la valeur, c'est le goût. Et tu n'en as pas. » Il la laisse là plantée près du saumon fumé et retourne rire avec sa belle famille rayonnant, transformée, oubliant instantanément la silhouette voûtée de celle qui a sacrifié sa vie pour qu'il puisse porter ce smoking. Pour comprendre la violence de cette scène, il faut remonter le fil du temps. Il faut comprendre d'où vient Thomas et surtout d'où il fuit. Monique n'a pas eu une vie facile. Veuve à 30 ans, elle s'est retrouvée seule avec ce petit garçon. Elle était infirmière à l'hôpital public, enchaînant les gardes de nuit, les toilettes des malades, la fatigue qui vous rentre dans les os. Et comme cela ne suffisait pas le week-end, elle vendait des légumes sur le marché, dans le froid, dans le vent, pour payer les cours d'anglais, les colonies de vacances, les livres de Thomas. Elle avait une obsession que son fils ne connaisse pas la dureté de la vie ouvrière. Elle lui répétait « Toi, tu travailleras avec ta tête, pas avec ton dos. » Et Thomas a réussi, brillamment. Grandes écoles diplômes, carrière fulgurante dans la finance. Il a grimpé l'échelle sociale, 4 à 4, sans jamais regarder en bas, sans jamais tendre la main à celle qui tenait l'échelle. En épousant Éléonore, fille d'une grande famille bourgeoise, Thomas n'a pas seulement changé de statut civil, il a voulu changer d'identité. Il a voulu effacer ses origines. Il est devenu plus royaliste que le roi, plus bourgeois que les bourgeois. Il a adopté leur code, leur langage, leur mépris. Et Monique est devenue le témoin gênant, la preuve vivante de ce qu'il était vraiment. Alors il a commencé à vouloir la corriger. « Maman ne parle pas si fort. Maman ne met pas cette robe, ça fait concierge. Maman ne raconte pas que tu as vendu des poireaux, dis juste que tu travaillais dans le médical. » Et surtout, il a commencé à la comparer. L'ombre de Catherine a commencé à planer sur Monique. Catherine, c'est l'anti-Monique. Catherine ne travaille pas, elle a des rentes. Catherine passe ses après-midi au spa, chez le coiffeur, dans les galeries d'art. Catherine a la peau douce, la voix posée, la culture mondaine. Thomas disait souvent à Monique « Tu as vu, maman Catherine ? Elle a 60 ans et elle est resplendissante. Toi, tu te laisses aller. Tu sens la cuisine, maman. Tu sens le graillon. Fais un effort. » Monique a essayé. Dieu sait qu'elle a essayé. Elle a acheté des crèmes, elle a acheté des vêtements qu'elle ne comprenait pas dans des boutiques où les vendeuses la regardaient de haut. Mais on n'efface pas 40 ans de labeur avec un peu de poudre. On n'efface pas l'accent du terroir avec des cours de diction. Monique restait Monique. Et Thomas s'éloignait chaque jour, un peu plus fasciné par la brillance artificielle de sa belle-mère, rejetant la lumière chaude mais brute de sa mère.
L'escalade de l'humiliation atteint son paroxysme quelques mois après ce Noël désastreux. C'est le baptême du petit Arthur, le fils de Thomas, et Éléonore, le premier petit-fils. Une grande réception est organisée dans un manoir, loué pour l'occasion. Tout le gratin est là. Les collègues de Thomas, les amis influents, d'Éléonore, la famille de Catherine, au grand complet. Monique est arrivée tôt voulant aider. « Laisse maman, le traiteur s'occupe de tout, ne touche à rien, tu vas faire des tâches », lui a dit Thomas en la poussant hors de la cuisine. Vient le moment du repas. Dans la grande salle de bal, les tables sont dressées. Nappe blanche, argenterie, composition florale, grandiose. Monique cherche sa place. Elle cherche son nom sur la table d'honneur, près de son fils, près de son petit-fils. C'est normal, non? Elle est la grand-mère paternelle. Elle tourne, elle vire. Elle ne trouve pas son carton. Elle voit Catherine installée à la droite de Thomas, rayonnante, présidant l'Assemblée. Finalement, Monique trouve son nom. Son cœur se serre. Elle a un vertige. Elle n'est pas à la table d'honneur. Elle n'est même pas à la table des amis proches. Son carton est posé sur une petite table tout au fond de la salle, près de la porte battante des cuisines. Autour de cette table, il n'y a pas d'invités. Il y a la nounou du petit, il y a 2 cousins éloignés qu'on cache un peu, et il y a le photographe qui fait une pause. Monique reste figée devant cette chaise d'exil. Thomas s'approche d'elle, un verre de champagne à la main, le sourire crispé. Il a vu qu'elle a vu. « Ah, maman, tu as trouvé ta place. Écoute, on s'est dit que ce serait plus pratique. Tu es assise avec la nounou. Comme tu as l'habitude des enfants, tu pourras garder un œil sur Arthur, s'il pleure ou s'il faut le changer. Toi, tu sais faire ça, les couches, les biberons. Maman Catherine, elle doit entretenir la conversation avec le député à la table d'honneur, tu comprends? Chacun son rôle. Chacun son rôle. Monique est la servante. Catherine est la reine. Monique a envie de pleurer, de hurler, de partir en courant. Mais elle pense à son petit-fils. Elle ne veut pas faire de scandale. Elle ne veut pas gâcher la fête. Alors, docile brisée, elle s'assoit à la table des domestiques. Elle regarde de loin son fils rire aux éclats. Elle regarde Catherine lever son verre, et elle avale sa salive qui a un goût de fiel. Le repas avance. Les discours s'enchaînent plus hypocrites les uns que les autres. Monique, elle ne mange pas. Elle surveille le couffin où dort le petit Arthur, posé non loin d'elle, puisque c'est sa mission. Soudain, le bébé se réveille. Il pleurniche. La nounou est partie aux toilettes. Monique s'apprête à se lever, mais elle voit Éléonore arriver prendre le bébé pour faire le tour des tables. C'est le moment de l'exhibition. On montre l'héritier. Éléonore tend le bébé à sa mère Catherine. « Tiens, maman, donne-lui son biberon, il a faim. Ça fera une photo magnifique. » Ça, mon œuf. Catherine prend le bébé. Elle est maladroite. Ses ongles longs, laqués de rouge sombre, la gênent. Elle tient le biberon du bout des doigts pour ne pas abîmer sa manucure. Elle rit, elle pose, pour le photographe. « Oh, il est glouton !» s'exclame-t-elle. Et là, le drame se joue en une fraction de seconde. Le bébé boit trop vite, il s'étrangle, le lait fait fausse route. Le petit Arthur devient rouge puis bleu. Il ne crie pas, il ne respire plus. Ses petits bras s'agitent en silence. Catherine panique. Mais qu'est-ce qu'il a? Il ne respire plus, Thomas. Fais quelque chose. Elle secoue le bébé, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Elle hurle hystérique, mais elle ne fait rien d'utile. Ses ongles griffent involontairement la joue de l'enfant. La salle se fige. La musique s'arrête. Thomas se lève blanc, comme un linge, paralysé par la terreur. Personne ne bouge. C'est la sidération des gens qui n'ont jamais connu l'urgence vitale. Mais au fond de la salle, une chaise racle le sol.
Monique a vu. L'infirmière en elle a pris le dessus sur la mère humiliée. Elle ne court pas, elle vole. Elle traverse la salle en bousculant les chaises indifférentes au regard. Elle arrive à la hauteur de Catherine, lui arrache littéralement l'enfant des bras sans un mot. « Donnez-moi ça !» tonne-t-elle d'une voix de commandement qu'on ne lui connaissait pas. D'un geste précis, technique, millimétré, elle retourne le bébé sur son avant-bras, la tête vers le bas. Et de sa main large, cette main de paysanne, cette main rugueuse, elle donne des tapes sèches et fermes entre les omoplates de l'enfant. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le temps est suspendu. On n'entend que le bruit des tapes dans le silence du manoir. Au 4e coup, un caillot de lait caillé est expulsé. Le bébé prend une immense inspiration et le cri de la vie retentit. Un pleur puissant libérateur. Il est sauvé. Il respire. Monique le retourne le col contre sa poitrine. Masse, son petit dos lui parle doucement. « C'est fini, mon ange. Mamie est là. Respire, respire. » Les invités poussent un soupir de soulagement collectif. Certains applaudissent timidement. Monique, tremblante de l'adrénaline qui retombe, tend l'enfant à sa mère Éléonore qui pleure. C'est le moment où Thomas devrait tomber à genoux. C'est le moment où il devrait embrasser les mains de sa mère. C'est le moment de la rédemption. Mais Thomas a eu peur. Et la peur chez les orgueilleux se transforme en agressivité. Il a vu la brutalité nécessaire des gestes de secours. Il a vu sa mère rouge, échevelée, prendre le contrôle. Et surtout, il a vu l'incompétence de sa belle-mère adorée, et cela, il ne peut pas l'accepter. Il doit rétablir l'ordre de son monde. Il s'avance vers Monique. Il ne la serre pas dans ses bras. Il fronce les sourcils. « Mais ça va pas la tête. Tu as vu comment tu l'as tapé. Tu es une brute. Tu as failli lui casser la colonne vertébrale. Tu as vu comme il hurle. Tu lui as fait mal. » Monique le regarde incrédule. « Thomas, je lui ai sauvé la vie. C'est la manœuvre de Mouly. Il est tout fait. Tu n'es pas à l'hôpital ici. » aboie Thomas, perdant tout contrôle devant ses invités. « Regarde maman Catherine. Elle était douce. Elle essayait de le calmer. Toi, tu arrives comme une sauvage. Tu l'arraches. Tu le frappes. Tu ne sais pas être délicate. C'est ça ton problème. Tu es brutale. Tu me fais peur avec tes manières de paysanne. » La phrase de trop. La phrase qui tue l'amour maternel. Dans la salle, un murmure de désapprobation parcourt l'assemblée. Même les bourgeois les plus snobs sont choqués. On ne parle pas comme ça à celle qui vient de sauver un enfant. Mais Thomas ne voit rien aveugler par son snobisme délirant. Monique reste silencieuse quelques secondes. Elle regarde son fils. Elle regarde cet étranger en smoking. Elle regarde Catherine qui se tamponne le front avec un mouchoir en dentelle en jouant les victimes. « Oh, j'ai eu si peur, merci Thomas de me défendre. » Alors quelque chose se brise en Monique. Ou plutôt quelque chose se redresse. La colonne vertébrale de la dignité. Elle s'essuie les mains sur sa jupe. Elle lève le menton. Elle ne pleure plus. Ses yeux sont secs et durs, comme des pierres de torrent. Elle s'avance d'un pas vers Thomas. Elle est plus petite que lui, mais à cet instant, elle semble immense. Elle pose sa main de travailleuse à plat sur la table d'honneur. Bam! Le bruit fait sursauter toute la salle. Les verres en cristal tintent. « Ça suffit, » dit-elle. Sa voix est calme, mais elle porte jusqu'au fond de la pièce. « Tu as raison, Thomas. Je suis une brute. J'ai des mains de brute. Ce sont ces mains de brute qui ont changé tes couches quand ton père est mort. Ce sont ces mains de brute qui ont porté des caisses de légumes à 4 heures du matin sur le marché pour te payer ton école de commerce. Ce sont ces mains de brute qui ont nettoyé le sang et la merde des malades à l'hôpital pendant 40 ans pour que toi, tu puisses avoir les mains douces. » Elle se tourne vers Catherine qui se ratatine sur sa chaise.
Madame Catherine est douce, c'est vrai. Elle est raffinée. C'est facile d'être raffiné quand on n'a jamais eu à se battre pour nourrir son enfant. C'est facile d'avoir des ongles longs quand on ne lave pas le sol. Elle sent le parfum, moi je sens le labeur. Mais aujourd'hui, tes ongles longs et ton parfum, ils allaient te laisser mourir ton fils. C'est la sauvage qui l'a sauvé. Elle reprend son souffle. Elle plonge son regard dans celui de Thomas. Tu as passé ta vie à vouloir être quelqu'un d'autre. Tu voulais une mère bourgeoise, une mère vitrine. Eh bien, tu as gagné. Garde-la ta Catherine. Admire-la. Mais ne viens plus jamais me chercher quand la réalité te sautera à la gorge. Elle marque une pause terrible. Je ne suis pas Catherine. Je suis Monique. Je suis ta mère. Mais à partir de cet instant, je n'ai plus de fils. Je rentre chez moi. Là où les gens disent merci, quand on leur sauve la vie. Elle attrape son sac à main, posé sur la chaise de la nounou. Elle ne salue personne. Elle traverse la salle, le dos droit, la tête haute. Elle fend la foule des invités, comme Moïse fend la mer Rouge. Personne n'ose dire un mot. Thomas reste là, la bouche ouverte, humilié, non pas par sa mère, mais par sa propre bêtise révélée au grand jour. Il sent les regards sur lui. Il se tourne vers ses beaux-parents, vers les amis, cherchant un soutien, un regard complice qui dirait « Ah, ces vieilles, quelles hystériques !» Mais il ne trouve pas de complicité. Il voit le beau-père, le patriarche, du 16e, qui le regarde avec un mépris froid. Le vieux monsieur se lève, ajuste sa cravate et dit assez fort pour être entendu. « Jeune homme, on peut acheter des costumes, mais l'élégance du cœur, ça ne s'achète pas. Ce que vous venez de faire est la chose la plus vulgaire que j'ai vue de ma vie. Votre mère est une grande dame. Vous n'êtes qu'un petit monsieur. » Le couperet est tombé. La sentence sociale que Thomas redoutait tant est arrivée, mais pas pour la raison qu'il croyait. Il est rejeté par ceux-là même qu'il voulait impressionner. Monique est sortie. Dehors, il pleut. Il fait froid. Elle n'a pas de voiture, elle va marcher jusqu'à la gare. Mais elle n'a pas froid. Au contraire, une chaleur intense l'habite. La chaleur de la liberté retrouvée. Elle a laissé derrière elle le poids des apparences, le fardeau de la honte. Elle ne reverra plus Thomas. Il essaiera de l'appeler quelques semaines plus tard, quand la solitude et la culpabilité le rattraperont. Elle ne décrochera pas. Elle continuera de tricoter des écharpes, mais elle les donnera à des associations pour des gens qui ont froid, pas pour des gens qui ont des cœurs de pierre. Cette histoire, mesdames et messieurs, est cruelle, mais elle est nécessaire. Elle nous rappelle que nos parents sont nos racines. Si l'on coupe ces racines pour essayer de voler plus haut, on finit par sécher sur pied et tomber au premier coup de vent. Ne soyez pas des Thomas. Soyez fiers de vos mères, qu'elles sentent le Chanel Neg 5 ou la soupe aux poireaux. Car l'amour le vrai n'a pas d'odeur, mais il a une mémoire. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas d'embrasser vos mères et surtout, regardez leurs mains. Elles racontent votre histoire. Au revoir.